Eh bien donc, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour notre deuxième promenade dans la Rome antique qui sera consacrée aujourd'hui à la colline du Capitole. Euh, le Capitole, c'est la plus petite des collines de Rome. Elle s'étend entre le Champ de Mars et le Forum, entre le Champ de Mars et le Palatin aussi. Voilà. Euh, Capitole, Capitolium, donc en latin. C'est une colline qui a la particularité de disposer de deux sommets différents. L'un qui est le plus élevé, à 49 mètres d'altitude, s'appelle le Capitole au sens plein, et l'autre, un petit peu moins élevé, 46 mètres, est conventionnellement appelé l'Arx. Arx en latin, ça veut dire la citadelle, la forteresse, et c'est là que se trouvait en effet une forteresse dans les temps anciens. Mais toute la colline du Capitole a été assez rapidement couverte de bâtiments qui, pour la plupart, étaient des bâtiments religieux, des temples. Euh, voilà une photographie d'une des maquettes que l'on peut voir au musée de la civilisation romaine à Rome, quand celui-ci est ouvert, ce qui n'est pas le cas depuis quelques années. Vous voyez donc bien les deux cimes du Capitole et les temples qui sont installés sur la cime principale, notamment le grand temple de Jupiter capitolin. Alors, la difficulté que nous allons rencontrer aujourd'hui, c'est que les bâtiments qui ont été installés sur le Capitole dans l'Antiquité, ces bâtiments-là ont complètement disparu parce qu'ils ont été remplacés par d'autres bâtiments. Euh, Ils ont complètement disparu au point que, même encore aujourd'hui, les archéologues hésitent un petit peu sur la localisation de tel ou tel d'entre eux. Je parlerai tout à l'heure d'un bâtiment appelé Tabularium. Depuis quelques années, on était absolument certain que le bâtiment avait existé. Aujourd'hui, on l'est beaucoup moins, et donc la connaissance progresse. Et donc, les maquettes doivent être mises à jour, les plans doivent être mis à jour aussi. Donc, difficulté, je n'aurai pas beaucoup de vues de bâtiments anciens à vous montrer. Ces bâtiments anciens ont été remplacés par d'autres, ceux que l'on voit aujourd'hui, ceux que l'on voyait tout à l'heure sur la peinture de Canaletto. Ces bâtiments sont là pour l'essentiel du XVIe et du XVIIe siècle. Ils contribuent à la majesté, à l'élégance de la ville de Rome, bien sûr. Et on pourrait dire qu'ils ne sont pas tout à fait de notre sujet. Notre sujet, c'est le Capitole. Donc, ce qu'il y a sur le Capitole est dans notre sujet, le Capitole antique. Dans les bâtiments qui sont aujourd'hui installés sur le Capitole, eh bien, il y a des œuvres antiques. Donc, il n'est pas anormal d'entrer dans ces bâtiments. Il ne sera donc pas anormal d'en dire un mot. Et je vais donc procéder comme nous l'avions fait pour le Palatin, c'est-à-dire présenter le Capitole, je dirais, d'un point de vue mythologique, mettre en relief quelques-uns des faits principaux de la mythologie liée au Capitole, et puis ensuite faire la même chose, mais d'un point de vue historique, c'est-à-dire souligner quelques-uns des faits importants de l'histoire du Capitole, et nous terminerons par la présentation d'une œuvre, d'un monument qui se dresse aujourd'hui sur la place du Capitole et qui est la grande statue équestre de Marc Aurèle. Alors, voilà donc un plan intemporel, c'est un plan qui montre la localisation de tous les bâtiments qui, un jour ou l'autre, se sont dressés dans l'Antiquité sur le Capitole. Et vous voyez, c'est quand même une sorte de fouillis assez complexe. Alors, premier élément à souligner, première notion importante à mettre en valeur, c'est que le Capitole est la colline des dieux. Le Capitole est le centre religieux de la ville de Rome. C'est le lieu où le rapport entre les hommes et les dieux s'établit le plus nettement et le plus intimement, pourrait-on dire. Pourquoi le Capitole? Si l'on se fie à la mythologie, alors c'est le dieu Saturne qui a choisi le Capitole. Et il y a un temple de Saturne au pied du Capitole. Une autre tradition mythologique nous dit que c'est Romulus lui-même qui, bien sûr, a fondé la ville sur le Palatin, mais s'est installé aussi sur le Capitole. Il a créé sur le Capitole un lieu de refuge pour les brigands et les fuyards de toute nature. L'asile, donc, c'est le nom que porte ce lieu, qui est traditionnellement situé entre les deux sommets du Capitole. Et le Capitole aurait été aussi, si on se
fie au dire des récits mythologiques, le Capitole aurait été aussi occupé, on pourrait dire, pendant un temps, par un peuple voisin des Romains, le peuple sabin, qui se serait emparé de la colline du Capitole suite à la trahison de Tarpeia. Tarpeia est l'une des premières Vestales, c'était une Romaine, mais elle avait un ami, peut-on dire, chez les Sabins, pour qui elle a trahi les Romains, en livrant le chemin du Capitole. Les Sabins se sont emparés pendant un temps du Capitole, puis ils ont été chassés par les Romains, et donc Tarpeia a été châtiée par Rome, elle a été précipitée du haut du Capitole, à partir d'un endroit qui a porté son nom, la roche tarpéienne. Et cela nous a donné un proverbe qu'on emploie encore parfois, hein, la roche tarpéienne est proche du Capitole. Sur le Capitole, il y a donc des temples, mais un temple en particulier qui est le temple de Jupiter, Jupiter capitolin. Ce temple est le temple principal de la Rome antique. C'est un temple dont la tradition nous rapporte qu'il a été inauguré en 509 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où disparaît la Rome royale et au moment où émerge la Rome républicaine. Bon, la coexistence entre le renversement de la monarchie et la mise en service du temple de Jupiter capitolin est assez étrange, hein, pour l'historien, mais dans le récit mythologique, tout cela est parfaitement cohérent. Ce temple, à quoi ressemblait-il? Il n'en reste rien, vous ai-je dit un instant, c'est peut-être justement l'exception. Il reste quelque chose du temple de Jupiter capitolin, il reste une partie du soubassement du temple. Il faut comprendre que ce que l'on voit là, on est à l'intérieur du palais des conservateurs, hein. Ce que l'on voit là, dans l'Antiquité, on ne le voyait pas, hein. Bien sûr, tout cela était dissimulé. C'est tout ce qui reste du temple de Jupiter capitolin. Et on n'a pas d'image précise de ce temple. Ce que l'on sait, c'est qu'il a été bâti à très haute époque, il a subi un certain nombre d'incendies, il a été reconstruit plusieurs fois. Et donc, si on veut esquisser un peu ce à quoi ressemble le temple de Jupiter capitolin, il faut prendre les dessins, les maquettes, les restitutions qui ont pu en être données. Voilà la photographie qu'on voyait tout à l'heure. Je vais en prendre une un petit peu plus précise, peut-être. Là, c'est un dessin, ce n'est pas la photo d'une maquette, qui nous montre la cime principale du Capitole, donc le Capitole proprement dit, avec le temple de Jupiter dans sa première configuration, c'est-à-dire sa configuration la plus ancienne, qui remonte à l'époque archaïque, comme on dit, donc à l'époque royale. On voit que ce temple ressemble beaucoup à un temple étrusque. Ce temple est censé avoir été décoré, peut-être bâti par un artiste étrusque, et ce temple comporte les décorations habituelles sur les temples étrusques, c'est-à-dire des décorations en terre cuite, hein, sur le sommet. C'est un temple qui est constitué de colonnes de bois. Donc, un temple à colonnes de bois et à décoration de terre cuite. Voilà comment on peut se représenter le temple de Jupiter capitolin dans sa forme la plus ancienne. Ce temple a été reconstruit plusieurs fois et à partir au moins du 1er siècle avant Jésus-Christ, peut-être même du 2e siècle avant Jésus-Christ, il a été, si je puis dire, reconstruit en dur avec des colonnes de pierre, des colonnes de marbre. À un moment même, on a disposé sur le temple de Jupiter des colonnes venant d'Athènes, hein, et donc le temple à colonnes de bois a cédé la place à un temple à colonnes de marbre, disons, entre l'époque républicaine et l'époque impériale. À côté de ce temple, cela ne se voit pas sur ce dessin qui montre, se voit pas bien sur ce dessin qui montre la situation à l'époque archaïque, mais toute cette esplanade, on pourrait dire, devant le temple, a été, au fil du temps, remplie avec de petits bâtiments, de petits temples, des monuments, des ex-voto, des statues qui se sont multipliés devant le temple de Jupiter capitolin. Nous sommes sur une colline, donc il faut comprendre que accéder au sommet du Capitole, cela implique que l'on gravisse les flancs de la colline. Ce n'est pas une montagne, 49 mètres d'altitude, mais tout de même, il y a une dénivellation, et cette dénivellation, il faut bien la combler d'une manière ou d'une autre. Alors, le temple, c'est le temple de Jupiter capitolin, c'est plus précisément le temple de Jupiter, Junon et Minerve. C'est-à-dire que le temple est dédié à 3 divinités.
à une triade, trois divinités, Jupiter, Junon et Minerve, qui sont trois des divinités les plus connues du panthéon romain. On ne sait pas exactement pourquoi ces trois divinités sont associées dans le temple de Jupiter capitolin, mais tous les textes que l'on a conservés et qui décrivent le temple sont unanimes pour en faire un temple dédié à une triade. Et lorsque, dans les cités romaines, dans les colonies romaines, il y aura des temples qui seront construits sur le forum, on appellera cela un capitole, eh bien, le capitole dans les cités sera lui aussi dédié à Jupiter, Junon et Minerve. Donc, une triade capitoline qui est installée sur le capitole. Pour compliquer un petit peu les choses, les spécialistes de la mythologie romaine, les savants comme Georges Dumézil par exemple, ont souligné l'existence d'une triade plus ancienne que Jupiter, Junon et Minerve, en constatant que dans le personnel, disons, des spécialistes de l'organisation de la religion, j'hésite à employer le mot de prêtre qui ne convient pas bien pour les religions antiques, il y a donc des catégories de spécialistes qui portent le nom de flamines à Rome. Et les trois principaux flamines, les flamines les plus importants, ce sont les flamines de Jupiter, de Mars et de Quirinus. Jupiter, Mars et Quirinus, voilà une autre triade, dont on peut penser qu'elle est plus ancienne que la triade Jupiter, Junon, Minerve. Et les savants dont je parle, Georges Dumézil, ont repéré dans le flamine de Jupiter, dans le flamine de Mars, dans le flamine de Quirinus, des divinités qui incarnent une fonction, la fonction de souveraineté, la fonction de la guerre et la fonction de production du bien-être matériel, ces trois fonctions que l'on s'accorde à considérer comme caractéristiques de l'univers indo-européen. Donc, une triade archaïque qui a disparu, mais dont il reste des fossiles, on pourrait dire les flamines, et puis une triade plus moderne installée sur le Capitole, Jupiter, Junon, Minerve. Donc, laissons Junon et Minerve et raisonnons sur Jupiter. Jupiter est installé sur la colline du Capitole, comme Athéna, à Athènes, est installée sur la colline de l'Acropole. Jupiter est la divinité de Rome. Si on parlait le grec, on dirait que c'est la divinité Polyade. Mais pour les Romains, de leur propre aveu, les Romains entretiennent avec leur dieu, et avec Jupiter en particulier, des relations tout à fait particulières, des relations très étroites, très spécifiques, que l'on va essayer d'examiner maintenant. Les dieux ne sont pas, et Jupiter en particulier, ne sont pas simplement des dieux, ce sont aussi, peut-on dire, des citoyens de Rome, des citoyens de Rome. Et on peut, pour développer le raisonnement, s'appuyer sur un texte du poète Ovide. Ovide vit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, au début du 1er siècle après Jésus-Christ, c'est un contemporain de l'empereur Auguste. Ovide a écrit un bon nombre de textes encore aujourd'hui très connus, comme par exemple les Métamorphoses ou l'Art d'aimer. Et puis il y a ce texte dont vous avez une édition sous les yeux, les Fastes. Ce n'est pas le plus important des textes d'Ovide, mais enfin c'est celui qui nous intéresse. Ovide prend les grandes fêtes du calendrier romain, il les classe mois par mois, et puis il explique la signification de ces fêtes. Il les décrit et il explique la signification de ces fêtes. Et il constate que le 1er mars, eh bien, il y a à Rome une fête particulière qui consiste à promener dans la ville des boucliers que l'on va promener dans la ville et puis que l'on va honorer de diverses façons en chantant et en dansant autour de ces boucliers. Certains spécialistes de l'organisation de la religion romaine, les Saliens, vont donc faire cela chaque 1er mars. Et donc, Ovide se demande pourquoi, évidemment, comment peut-on expliquer ça? Et il raconte une histoire, il donne un récit qui a pour ambition d'expliquer la cause des choses. Ce récit, il figure au livre 3 des Fastes, alors je vais le structurer un petit peu pour qu'on le comprenne mieux. Ce récit, en apparence, c'est une anecdote, c'est une petite historiette, hein, mais qui est riche de signification. Alors, pour comprendre le sens de cette anecdote, il faut voir quel est le contexte. Le contexte, c'est à Rome une période de violents orages. Hein, la foudre tombe un peu partout, il y a des orages, et cela effraie les Romains, et cela effraie les dirigeants de Rome. On est à l'époque du roi Numa Pompilius. Numa Pompilius, c'est le deuxième des 7 rois de Rome.
donc un roi largement légendaire, évidemment. Mais enfin, c'est le successeur de Romulus, en tout cas. Romulus est le fondateur de la ville, Numa Pompilius est l'organisateur de la cité. Romulus crée, fait apparaître la ville ex nihilo, Numa Pompilius l'organise, lui donne des lois. C'est le roi législateur, après le roi fondateur, si on veut. Et donc Numa Pompilius, qui est un homme pieux, décide de questionner Jupiter pour savoir pourquoi il y a des orages et le tonnerre, et pour savoir comment faire pour remédier à la situation. Et donc voilà le texte d'Ovide. La tradition admet que le sommet de la forêt de l'Aventin a tremblé. Le sol s'est affaissé sous la pression pesante de Jupiter, le cœur du roi tressaille, son sang se fige dans tout son corps, et ses cheveux se hérissent sur sa tête. Quand il eut repris ses esprits, Numa Pompilius dit à Jupiter, « Roi et père des dieux du ciel, accorde-moi un moyen sûr de conjurer la foudre, si j'ai toujours touché ton autel d'une main pure, et si ma requête s'est présentée avec une langue pieuse. » Jupiter accéda à sa prière, mais il dissimula la vérité sous des tours énigmatiques, et il terrifia Numa par l'ambiguïté de sa parole. « Coupe une tête, dit-il. » Le roi répondit, « J'obéirai, il faudra couper la tête d'un oignon tiré de mon jardin. » Le dieu précise, « La tête d'un homme. » Le roi répond, « Tu prendras ses cheveux. » Mais le dieu exige une vie. Numa réplique, « La vie d'un poisson. » Le dieu se mit à rire. Imaginons le rire de Jupiter. Le dieu se mit à rire et dit, « Par ces offrandes, tâche de conjurer les traits de ma foudre. Ô mortel qui n'est pas indigne de converser avec les dieux. Pour toi, je te donnerai, quand demain le dieu du Sainte, le soleil, aura dégagé son disque en entier, des gages sûrs de souveraineté. » À ces mots, il est enlevé dans un immense grondement de tonnerre au-dessus du ciel qui en est ébranlé, et il laisse Numa prosterné en adoration. Voilà donc le début de ce récit qu'Ovide nous propose, un récit assez surréaliste. On voit une sorte de tractation entre Jupiter et Numa Pompilius sur les offrandes que Jupiter va recevoir de la part de Numa. Récit étrange aussi, puisque Numa a réussi à obtenir un engagement que prend Jupiter, l'engagement de donner, comme le dit le texte, demain des gages sûrs de sa souveraineté, donc de la souveraineté de Numa. Alors le texte continue ensuite, c'est le lendemain par conséquent, la terre était encore molle, toute baignée de rosée matinale, le peuple est présent devant la maison du roi, celui-ci s'avance au beau milieu et prend place sur son trône d'érable. La foule innombrable se tient tout autour en silence. Le roi se releva et, la tête couverte d'un voile blanc comme neige, il tendit vers les dieux des mains qui leur étaient familières et dit, « Le moment du présent annoncé est venu. Jupiter, confirme ta promesse. » Tandis qu'il parlait, le soleil avait déjà sorti son disque en entier, quand un violent fracas parvint des hauteurs célestes. Le dieu fit entendre 3 fois le tonnerre, en l'absence de tout nuage, et 3 fois il lança la foudre. Ajoutez foi à ce que je vais dire, je parle d'un événement miraculeux mais réel. Le ciel commence à s'ouvrir en son milieu, la foule leva les yeux en même temps que son roi, et voici que descend un bouclier porté en douceur par une brise légère. Le peuple pousse une clameur qui va jusqu'aux astres, le roi ramasse le présent à terre, après avoir sacrifié une génisse qui n'avait jamais subi la pression d'un joug sur sa nuque. Alors voilà donc ce récit d'Ovide qui continue donc par la cérémonie de réception, en quelque sorte, du don du bouclier par Jupiter. Et le récit continue ensuite, mais là je n'ai pas mis le texte, le récit continue lorsqu'on voit Numa Pompilius décider de faire réaliser 11 copies du bouclier, pour que celui-ci soit perdu dans une douzaine, afin qu'on ne puisse pas repérer exactement quel est le bouclier divin, qu'on ne puisse pas le voler. Donc. 11 copies du bouclier, 12 boucliers désormais, donc, qui vont être soigneusement rangés dans la maison du roi, sur le forum, la Regia, et que l'on va donc sortir tous les ans, le 1er mars, pour les promener dans la ville. Et le 1er mars, c'est la date qui marque l'ouverture de la saison de la guerre, on peut dire. Et donc les boucliers ont ainsi cette signification. Alors ce récit est tout à fait étrange, évidemment, et on peut le considérer de 2 façons. Ou bien comme une historiette, comme une anecdote qui n'a pas d'intérêt particulier. Ou bien alors on peut le considérer aussi comme un récit, comme disent les spécialistes, un récit étiologique, un récit qui nous enseigne sur les causes des choses. Regardons de quoi il s'agit. Il y a 2 éléments, 2 périodes dans ce récit. Il y a le 1er jour et le 2e jour. Il y a 2 lieux différents. Le 1er jour, on est donc sur la colline de l'Aventin.
le sommet de l'Aventin. Qu'est-ce que c'est que l'Aventin? C'est l'une des 7 collines de Rome. C'est une colline qui est à l'extérieur du Pomerium, c'est-à-dire la limite dessinée par Romulus. C'est une colline qui est à l'extérieur de la ville, donc. C'est une colline qui marque un peu la transition entre l'espace habité par les hommes et l'espace habité par les animaux, le domaine de la nature, en quelque sorte. C'est sur cette colline que l'on reçoit les ambassadeurs étrangers. C'est sur cette colline que l'on va négocier, discuter, signer les traités, et c'est là que se tient la rencontre entre Numa et Jupiter. Et le lendemain, la deuxième phase du récit, c'est-à-dire le don du bouclier, se déroule sur le forum, c'est-à-dire au centre de la ville. La première partie à l'extérieur, la deuxième partie au centre de la ville. Comme si le bouclier offert par Jupiter était une sorte de condition pour entrer dans la ville. Et on peut donc observer, évidemment, que les lieux ont une signification précise. Les personnages ont une signification précise aussi. Jupiter, c'est un dieu, bien entendu, c'est même le roi et le père des dieux dans le panthéon romain, mais enfin, c'est un dieu parmi d'autres. Mais il a une particularité, Jupiter, c'est qu'il est le maître des signes. C'est lui que l'on consulte quand on veut connaître la volonté des dieux, lui beaucoup plus que les autres. Et le pouvoir du roi Numa, c'est bien sûr le pouvoir d'établir des lois, c'est le pouvoir de commander, mais c'est aussi le pouvoir de consulter les signes et de consulter les dieux, et de consulter Jupiter en particulier. Donc on voit par là que ce récit est tout à fait significatif, tout à fait intéressant. On voit Numa Pompilius établir dans la ville qui a été fondée par Romulus, Numa Pompilius établit je dirais la nature des relations que les Romains vont entretenir avec les dieux. Des rites sont célébrés, ces rites ayant été célébrés, eh bien, Jupiter peut prendre place au cœur de la cité, il peut prendre place au cœur de la ville et il peut prendre place sur le Capitole. Donc, la colline du Capitole, c'est bien sûr l'une des 7 collines, mais c'est une colline qui remplit une fonction absolument incomparable. C'est la colline qui matérialise la relation toute particulière qu'il y a entre les hommes et les dieux, entre les dieux et les Romains, entre Jupiter et les Romains en particulier. Donc, une colline très, très originale. Si l'on passe maintenant à l'approche historique de la colline du Capitole, on dira cette colline est importante aussi parce qu'elle est le théâtre de quelques-unes des grandes heures de Rome. C'est sur la colline, à propos de la colline, que quelques-unes des grandes heures de Rome ont résonné dans l'histoire de la ville. Et plusieurs éléments viennent renforcer cette affirmation. On peut constater que le Capitole est je dirais le but, l'objectif de la cérémonie du triomphe. Le triomphe du général victorieux, c'est un triomphe qui aboutit au Capitole, qui aboutit au temple de Jupiter. Alors, il ne faut pas se tromper, le triomphe, ce n'est pas un défilé militaire. Le triomphe sera un défilé militaire à l'époque des empereurs chrétiens, et puis il est resté par la suite. Mais à l'époque des dirigeants païens de la ville de Rome, que ce soit la République ou l'Empire, le triomphe est une cérémonie religieuse. C'est une cérémonie religieuse c'est un rite solennel de retour à la vie civile. Le triomphe est celui du général, mais c'est aussi le triomphe des soldats du général. Et le triomphe est une sorte de procession dans la ville. D'ailleurs, il y a un itinéraire qui est tout à fait précis, tout à fait balisé. Les soldats et leur général se rassemblent à l'extérieur de la ville, sur le champ de Mars, Mars, le dieu de la guerre, à l'extérieur de la ville. Et puis, ils vont pénétrer à l'intérieur de la ville selon un itinéraire très précis, très codifié. Ils vont entrer dans la ville en passant au pied de la colline du Capitole. Ils vont contourner le Palatin par le sud-ouest et traverser ce qui est à un moment donc le Cirque Maxime, puis vont remonter pour entrer sur le forum, donc par un itinéraire qu'on appelle la voie sacrée à l'intérieur du forum, et de là grimper sur la colline du Capitole pour aboutir au temple de Jupiter, au temple de Jupiter capitolin. Donc, une procession, un itinéraire tout à fait précis, tout à fait particulier. Cette procession, sur cet itinéraire,
C'est la procession du général et de ses soldats, mais c'est la procession qui permet aussi de montrer le butin qui a pu être fait par l'armée victorieuse sur le champ de bataille, montrer les trésors que le général rapporte dans la ville. Et donc, il y a, avant le général et ses soldats, il y a le défilé donc, de tout ce que contient le butin qui a été ainsi accumulé. Euh, Ce triomphe est une cérémonie religieuse, mais c'est une cérémonie exceptionnelle, parce que si on comprend bien, c'est le défilé dans la ville des soldats en armes. Or, il y a une règle qui a été établie par Romulus lui-même, c'est qu'on n'entre pas dans la ville en armes, on ne franchit pas la ligne primordiale, le sillon primordial, le pomerium, on ne franchit pas en armes cette ligne-là. C'est ce qu'a fait Rémus, justement, et d'où les déboires que cela lui a attirés. Donc cette règle constitutive, cette règle absolument essentielle, eh bien, le triomphe en est une violation apparente. C'est pourquoi ce ne sont pas tous les généraux victorieux qui triomphent. Le triomphe est une cérémonie, c'est un rite, mais c'est aussi une décision du Sénat, une décision de l'État romain, d'accorder le triomphe à certains généraux et pas à d'autres. Cette décision est prise ou n'est pas prise. Cette décision est prise rapidement ou difficilement. Il arrive que le général et ses troupes sur le champ de Mars attendent des heures avant que la décision soit effectivement prise. Et on raconte que certains ont attendu des semaines, voire des années, avant que la décision soit prise. Bien entendu, il n'est pas question pour le général et les soldats d'entrer dans la ville sans en avoir l'autorisation. De toute façon, ce serait symboliquement une violation complète des règles, évidemment. Et donc, le général franchissant le pomerium sans autorisation cesse d'être général, il perd son pouvoir de commandement, et donc il ne pourrait de toute façon pas célébrer un triomphe valable, valide, accepté par la cité, mais accepté aussi par les dieux. Parce que le triomphe est une cérémonie religieuse qui a pour ligne, pour point de mire, pour but, pour objectif, le temple de Jupiter. Les soldats et leur général vont rendre hommage à Jupiter, vont déposer en quelque sorte leurs armes aux pieds de Jupiter, et le général, sur son char, est pendant quelques heures assimilé au dieu. La statue du dieu dans le temple est peinte en rouge. Le visage du général sur le char triomphal est peint lui aussi en rouge. Pendant quelques heures, le général est assimilé à Jupiter. C'est une sorte d'image de Jupiter qui défile dans la ville. Et c'est pourquoi il y a sur le char, à côté du général, quelqu'un qui tient certes une couronne au-dessus de la tête du général, mais qui lui rappelle périodiquement, souviens-toi que tout ceci est un rite et pas une réalité, souviens-toi que tu n'es qu'un homme, que tu pourrais tomber de ton char, et donc veille à ne pas tomber de ton char, souviens-toi que tu n'es qu'un homme et que tu vas mourir. Memento mori, voilà ce qu'on souffle à l'oreille du général sur le char triomphal, le général peint en rouge tel Jupiter. Donc, il y a une cérémonie tout à fait extraordinaire, tout à fait exceptionnelle, tout à fait étrange aussi pour nous. Et de cette cérémonie, eh bien, il n'existe pas d'image véritablement, d'image antique. Et donc, pour essayer de faire vivre un petit peu cette cérémonie, je vais vous montrer une peinture qui se trouve dans l'un des bâtiments construits sur le Capitole au XVIe siècle, le Palais des Conservateurs. Dans l'une des salles du Palais des Conservateurs, il y a une peinture qui fait tout le tour de la salle et qui raconte le triomphe du général Paul-Émile, le vainqueur de Persée, le roi de Macédoine, triomphe célébré en novembre 167 avant Jésus-Christ. Alors, la peinture date de 1569. Les peintres ont représenté un triomphe, ils ont fait un effort de documentation, bien sûr, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'imagination dans le coloris des vêtements, par exemple. Là, on peut penser que c'est plus l'harmonie chromatique qu'on a recherché plutôt que la vérité historique. Et puis, on a représenté quelques bâtiments sur le parcours de Paul-Émile. Ce bâtiment-là est tout à fait particulier. En fait, c'est le Palais des Conservateurs, celui-là même dans lequel il y a la peinture que nous sommes en train de regarder. Mais enfin, c'est une image qui nous montre donc ce long défilé devant le char du général triomphateur. Donc, nous n'avons pas d'image antique montrant un triomphe, mais nous avons des textes qui nous racontent cela. Et je vais vous montrer brièvement un texte de Plutarque.
Plutarque qui vit au IIe siècle après Jésus-Christ et qui nous raconte le triomphe de Paul-Émile au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc 4 siècles avant. Mais Plutarque avait fait un effort de documentation, il disposait de sources que nous n'avons plus. Et donc on peut accorder une certaine confiance quand même à cette description du triomphe donc, de Paul-Émile. La pompe triomphale se répartit sur 3 journées. La première suffit à peine à voir défiler les statues, le tableau, les colosses pris à l'ennemi, que transportaient 250 chars. Le lendemain, on vit passer sur un grand nombre de chariots les plus belles et les plus riches armes des Macédoniens. C'est le butin dont je vous parlais tout à l'heure. Le troisième jour dès l'aurore, des trompettes ouvrirent la marche, faisant entendre, pour rythmer le pas, non pas un air de procession ni de parade, mais un de ceux par lesquels les Romains s'excitent au combat. Derrière eux s'avançaient 23 bœufs engraissés, aux cornes dorées, parés de bandeaux et de guirlandes. Oui, parce qu'il va falloir célébrer un sacrifice pour Jupiter, donc il faut des victimes. Ceux qui les conduisaient étaient de jeunes gens, saints pour le sacrifice, de tabliers ornés d'une frange brodée. Ils étaient suivis d'enfants qui portaient, pour les libations, des vases d'argent et d'or. C'était ensuite le char de Persée, donc le vaincu, ses armes, et posé sur ses armes son diadème. Puis, après un court intervalle, on menait les enfants du roi, devenus esclaves, et avec eux la foule de leur gouverneur, de leur précepteur, de leur pédagogue, fondant en larmes, tendant eux-mêmes les mains vers les spectateurs et enseignant aux petits-enfants à prier et à supplier le peuple. Derrière ces enfants et les gens qui étaient à leur service venait Persée lui-même, vêtu d'un manteau sombre et chaussé à la mode de son pays. La grandeur de ses mots le faisait paraître stupide et tout à fait semblable à un homme qui a perdu la raison. Immédiatement après ce groupe, on portait les 400 couronnes que les villes avaient envoyées avec des ambassades à Paul-Émile comme prix de sa victoire. Enfin, lui-même s'avançait, monté sur un char magnifiquement décoré, et l'homme, même en dehors de tout cet apparat, méritait d'attirer les regards, vêtu d'une robe de pourpre bordée d'or et tenant dans sa main droite une branche de laurier. Toute l'armée portait aussi des lauriers, elle suivait le char du général. Alors, on voit donc que les peintres de 1569 ont pris quelques libertés avec le texte même de Plutarque. Plutarque nous dit que Paul-Émile avait une branche de laurier dans la main droite, et là on voit qu'il l'a dans la main gauche, mais bon, c'est une licence artistique. Et puis c'est une peinture du XVIe siècle, mais tout de même, le texte lui-même est intéressant. Le texte lui-même montre que 4 siècles après les événements, le triomphe de Paul-Émile était resté mémorable. Le triomphe de Paul-Émile était resté absolument inoubliable par le faste déployé, par la richesse du butin pris sur la Macédoine. Donc pas d'image, mais un texte. Quand je dis qu'il n'y a pas d'image, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a quelques images ou quelques monuments pour certains triomphes. Là, je prendrai un deuxième exemple. C'est le triomphe de l'empereur Marc Aurèle sur les populations marcomanes en 176 après Jésus-Christ. 176 après Jésus-Christ, donc à peu près à l'époque où Plutarque écrit, un petit peu après, et très longtemps après le triomphe de Paul-Émile. C'est l'empereur qui triomphe, ce n'est plus un général victorieux. Tous les généraux qui remportent des victoires les remportent pour le compte de l'empereur. Donc si quelqu'un doit triompher, c'est l'empereur et pas le général. Mais enfin, Marc Aurèle donc triomphe en 176. Et que reste-t-il du triomphe de Marc Aurèle? Il reste des monuments. Des monuments ornés de reliefs et donc d'images. Le principal monument, c'est une colonne triomphale, la colonne aurélienne, qui est une colonne qui mesure 100 pieds romains de haut, donc 29 mètres 60, un peu plus avec le socle et le couronnement. Et cette colonne que vous voyez est décorée d'un bas-relief en spirale qui entoure le fût de la colonne jusqu'au sommet. Les scènes représentent quelques-uns des moments des campagnes de Marc Aurèle. Ces scènes, on ne les voit pas très bien, compte tenu de la hauteur du monument, bien sûr, mais on pourrait s'amuser à les détailler. Je ne le ferai pas aujourd'hui, parce que j'ai prévu de vous parler la prochaine fois de la colonne Trajane, où là, on peut plus facilement repérer les scènes. Alors, cette colonne a donc été érigée pour le triomphe de Marc Aurèle en 176 après Jésus-Christ. Elle a été érigée à l'extérieur de la ville, le long de la Via Flaminia. Cette portion de la Via Flaminia dans la Rome d'aujourd'hui s'appelle le Corso, donc au bord du Corso, dans un endroit, vous voyez, l'endroit tout à fait central à Rome aujourd'hui, c'est la place qui s'appelle la place de la Colonne, tout simplement, près du bâtiment abritant la Chambre des députés de la République italienne, et juste en face du bâtiment, donc le Palazzo Chigi, qui est le siège de la présidence du Conseil des ministres, donc le siège de M. Draghi en ce moment. Et donc, cette colonne triomphale
rappelle le triomphe de Marc Aurèle en 176, après Jésus-Christ. On avait donc construit aussi un arc de triomphe, ou en tout cas un monument commémoratif comportant d'autres reliefs qui a été démonté ensuite, et il reste quelques-uns des reliefs sculptés qui sont présentés aujourd'hui au Palais des Conservateurs. Donc, des vestiges du monument commémoratif pour le triomphe de 176. On voit l'empereur Marc Aurèle sur le char du triomphateur, précédé par les trompettes de la renommée et accompagné de la victoire qui le couronne. Dans la version initiale du bas-relief, il y avait à côté de Marc Aurèle son fils et successeur Commode. Mais l'empereur Commode, après sa mort, a été, si on peut dire, victime d'une disposition qu'on appelle la damnatio memoriae, et donc on a effacé son nom et on a effacé ses effigies, ses images. Il a donc fallu resculpter le bas-relief pour faire disparaître l'empereur, enfin le fils de Marc Aurèle, qui a été par la suite l'empereur Commode, le faire disparaître, et il a donc été nécessaire de rectifier le podium du temple, d'où cette impression un petit peu étrange d'un temple flottant dans les airs. Voilà, donc une première scène caractéristique du triomphe, le char du général. Et une deuxième scène caractéristique du triomphe, c'est l'aboutissement devant le temple de Jupiter, le sacrifice. Alors, comme vous savez, les sacrifices dans l'Antiquité romaine ne se célèbrent pas à l'intérieur du temple, mais devant le temple. Et c'est un exercice qui est tout à fait rituel et tout à fait formalisé. Le sacrifice commence lorsque le sacrificateur se couvre la tête d'un pan de son vêtement. C'est la manière romaine de sacrifier. La manière grecque consiste à avoir la tête découverte. Le sacrifice commence lorsque l'on fait une libation. La libation marque l'ouverture du temps du sacrifice. Le sacrifice se déroule dans une atmosphère sonore, une atmosphère musicale, pour éviter les bruits parasites. Et le sacrifice, c'est bien sûr le sacrifice des victimes sacrificielles, les bœufs, comme je vous disais plus tard. Vous en avez un ici, qui contemple donc la libation, et il est entendu que la victime sacrificielle doit être d'accord pour être sacrifiée à Jupiter. Si la victime n'est pas d'accord, si elle trépigne et si elle s'enfuit, eh bien, il faut en prendre un autre et puis tout recommencer. Donc là, apparemment, le bœuf a l'air d'accord pour être sacrifié à Jupiter. La scène se déroule devant le temple de Jupiter capitolin, et ce que vous voyez là, c'est l'une des rares images, quasiment la seule image du temple de Jupiter capitolin en marbre que nous ayons. Mais c'est une image qui n'est pas très exacte. Nous savons que le temple était un temple de grande taille, avec au moins 6 colonnes en façade, et là, il n'y en a que 4. Donc, une image du temple de Jupiter capitolin, mais pas assez précise, un petit peu fallacieuse. En tout cas, voilà 2 moments importants de la cérémonie du triomphe, avec ce triomphe de Marc Aurèle en 176 après Jésus-Christ, qui rappelle le triomphe de Paul-Émile en 167 avant Jésus-Christ. Dans les 2 cas, donc, le triomphe aboutit au Capitole. Le Capitole est la colline des grandes heures de Rome. Celle-là, en tout cas. Alors, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les monuments anciens qui ont été érigés sur le Capitole ont aujourd'hui tous disparu. Et donc, peut-être est-il intéressant de voir ce qui les a remplacés et pourquoi on a remplacé ces monuments anciens. La colline Capitole, donc, telle qu'elle a évolué au fil du temps dans son décor monumental. Donc, on a vu que la colline du Capitole est, dans l'Antiquité, un foyer majeur dans la ville de Rome sur le plan religieux, fondamentalement. Eh bien, au Moyen-Âge, le Capitole va perdre cette fonction religieuse. Il y a eu un changement de religion avec le christianisme, et donc le Capitole cesse d'être un foyer religieux au Moyen-Âge. Mais il va devenir, au fil du temps, le siège du pouvoir municipal à Rome. À la fin de l'Antiquité et dans le haut Moyen-Âge, la ville de Rome a beaucoup perdu de son importance, bien sûr, enfin ça reste une ville quand même, et donc l'administration de la ville, durant le haut Moyen-Âge, cette administration incombe à l'évêque du lieu. L'évêque de Rome, c'est le pape, et donc les papes, pendant les premiers siècles du Moyen-Âge, organisent l'administration de la ville. Ils gèrent l'administration de la ville, ils détiennent le pouvoir municipal. Et puis, au XIIe siècle, comme cela se fait dans plusieurs régions d'Europe, on voit émerger un pouvoir municipal autonome
qui va être autonome jusqu'en 1398, et ce pouvoir municipal, ce sont des institutions, comme par exemple le Sénat. Cette institution reprend le nom antique de Sénat. Dans d'autres villes d'Italie, on parlerait de seigneurie, par exemple, comme à Florence. Dans nos régions, on parlerait plutôt de magistrat. Donc il y a cette institution, le Sénat, qui finit par se résumer à Rome à une personne, le sénateur. Et puis, il y a une autre institution que l'on appelle à Rome les conservateurs, que l'on appellerait de différents noms ailleurs, en Italie, et ces conservateurs finissent par être donc la deuxième institution, ce sont des juges et des magistrats, qui finissent donc par être la deuxième institution municipale de Rome. Ces deux institutions s'installent, prennent place sur le Capitole, et reprennent même la formule antique SPQR, Senatus Populusque Romanus, qui au milieu du Moyen-Âge, devient la définition du pouvoir municipal à Rome et l'est restée jusqu'à nos jours. Donc, au milieu du Moyen-Âge, un pouvoir municipal émerge, c'est un pouvoir autonome. À partir de 1398, l'autonomie de la commune est effacée. Enfin, les institutions continuent à exister sur le Capitole. Et les papes reprennent le pouvoir dans la ville et ils vont conserver ce pouvoir municipal à Rome jusqu'à ce que Rome soit intégrée dans le royaume d'Italie en 1870. Et voilà, c'était important de faire ce petit rappel pour comprendre pourquoi au XVIe siècle, le pape Paul III, donc Farnèse, décide de transformer complètement l'apparence du Capitole. Il décide de doter le Capitole d'un décor monumental, grandiose, parce que les papes du XVIe siècle et du XVIIe siècle ont entrepris de transformer complètement la ville. On rebâtit la basilique Saint-Pierre, par exemple, on rebâtit le palais apostolique du Vatican, on va dessiner un plan nouveau pour la ville, ce sera avec Sixte Quint à la fin du XVIe siècle. Et donc le pape Paul III, donc on est dans les années 1530, le pape Paul III décide de rénover l'apparence du sommet du Capitole, qui était finalement assez négligé depuis l'Antiquité. Il y avait quelques églises, quelques bâtiments pour loger le Sénat et les conservateurs, mais rien de grandiose. Et Paul III s'adresse à un artiste de tout premier plan dans les années 1530, quelqu'un qui a fait ses preuves déjà, notamment en décorant la chapelle Sixtine quelques années auparavant, c'est Michel-Ange. Celui que nous appelons Michel-Ange, Michelangelo Buonarroti, va donc être chargé de créer sur le Capitole quelque chose qui soit digne de Rome, non seulement la Rome de l'Antiquité, mais la Rome moderne désormais. Et donc Michel-Ange va dessiner la place du Capitole. Et il va produire donc ce décor somptueux que nous voyons là sur une vue de Canaletto au XVIIIe siècle, mais qui au fond n'a pas beaucoup changé depuis le XVIIIe siècle. Alors on va raisonner sur un plan qui a été levé par un architecte français, dont vous avez le nom et les références ici, donc dans les années 1830. Paul Le Tarouilly a relevé les plans de beaucoup de bâtiments de Rome, il a proposé quelques restitutions. Donc, Michel-Ange trouve, dans les années 1530, sur la colline du Capitole, il trouve une église qui est là, à l'emplacement de la forteresse d'autrefois, de l'Arx, la deuxième signe du Capitole. Cette église, c'est l'église Santa Maria in Araceli, il n'y touchera pas. Et puis, il trouve un bâtiment sans grande allure qui était installé ici au bord de la colline du Capitole dominant le forum. Je précise que sur ce plan, le nord est en bas et le sud est en haut. C'est une exception à la règle habituelle. Donc, les bâtiments sur le Capitole habituellement dominaient le forum, se tournaient vers le sud, se tournaient vers le forum, vers le centre de la ville antique. Et il y a donc là un bâtiment que Michel-Ange va transformer. Il y a un autre bâtiment qui est là, qui abrite les conservateurs. Là aussi, on va transformer ce bâtiment. Et puis le reste c'est un trapèze sans véritable forme, un trapèze un peu vague, si on peut dire. Et surtout, c'est un terrain en pente en plus. Donc, c'est vraiment pour un architecte, un artiste, les conditions ne sont pas extrêmement favorables. Et Michel-Ange va concevoir donc la place du Capitole, il va la concevoir comme un espace qui va tourner le dos au Capitole, comme un espace que l'on va fermer pour l'ouvrir vers la Nouvelle Rome, et Michel-Ange imagine un centre pour cet espace. Donc, les bâtiments qui étaient dirigés vers le sud
eh bien, Michel-Ange va les transformer dans le dessin. Tout se fait sur le papier dans un premier temps. Et il va les faire se retourner vers le nord, donc vers la ville nouvelle, sur le champ de Mars, le Corso, etc. C'est une sorte de renversement complet, hein, de perspective. Et l'espace va être délimité par le palais des conservateurs que l'on va transformer et par une réplique que l'on va installer ici. Ce n'est pas exactement une copie, c'est une réplique du palais des conservateurs que l'on va appeler le nouveau palais, le palais neuf. Et ainsi, on aura un espace qui sera toujours trapézoïdal, mais ce sera un trapèze cohérent, un trapèze organisé, qui va être ouvert largement vers le nord, donc, et qui ne regardera plus vers le sud. Et au centre de ce trapèze, nouvellement dessiné, eh bien, Michel-Ange installe la statue de l'empereur Marc Aurèle, une statue équestre antique qui va être installée là. Et il dessine également un pavement composé de formes géométriques concentriques. Ce n'est pas ce que voit Paul Le Tarouilly en 1837, parce que Michel-Ange a d'abord dessiné sur le papier, puis ensuite il a fallu mettre en place effectivement le dessin, transposer le dessin en réalisation architecturale. Cela a pris un peu de temps. À la mort de Michel-Ange, les deux principaux bâtiments existants déjà ont été transformés, mais le palais neuf n'a pas encore été construit. Il est construit dans la première moitié du XVIIe siècle. Et le pavement que Michel-Ange a imaginé, qui n'est pas celui qu'on voit sur le plan, hein, le pavement qu'il a imaginé ne sera établi effectivement que dans les années 1930. Donc c'est ce que l'on voit aujourd'hui, mais c'est ce qu'on ne voyait pas à l'époque de cet architecte français, Paul Le Tarouilly. Alors voilà donc comment on peut se représenter la place du Capitole, qui ne regarde plus vers le Forum, qui regarde vers le nord, qui est bordé par des bâtiments transformés ou construits, et qui est bordé aussi par une balustrade surmontée de statues encadrant l'escalier qui mène à la place, parce que naturellement, on ne va plus utiliser, pour accéder à la place du Capitole, on ne va plus utiliser le chemin qu'empruntaient les triomphateurs autrefois, hein, qu'ils empruntaient à pied, parce qu'ils descendaient de leur char pour monter les 49 mètres du Capitole. On crée donc un escalier, non pas un escalier raide comme celui de l'église Santa Maria d'Araceli ici, mais un escalier en pente douce avec des marches très larges que l'on peut monter à cheval, que l'on peut monter aussi à certaines époques en chaise à porteur par exemple. C'est une sorte de plateforme qui vous élève jusqu'à la place du Capitole. Donc cette photographie ancienne nous montre donc la réalisation de Michel-Ange. Encore un mot sur le geste architectural de Michel-Ange, qui est vraiment extraordinaire, hein, vraiment génial, on peut dire. Les bâtiments sont différents les uns des autres, mais ils sont unifiés par le style architectural. Regardez par exemple ce bâtiment qui est là, c'est donc le Palais des Conservateurs. Il est doté de pilastres corinthiens très hauts qui ornent le rez-de-chaussée et l'étage. Et chaque fenêtre est encadrée, chaque fenêtre et chaque ouverture au rez-de-chaussée est encadrée de colonnes ioniques, donc des petites colonnes ioniques et de grands pilastres corinthiens qui animent la façade du Palais des Conservateurs et qui animent la façade aussi du Palais Neuf, lorsque celui-ci a été construit finalement au XVIIe siècle. Mais pour le Palais du Sénat, qui est donc transformé, eh bien, la façade n'a pas la même couleur, la façade n'a pas la même disposition, mais on trouve les pilastres corinthiens très hauts et on trouve aussi, au moins pour le premier niveau, des petites colonnes. Et puis, les trois bâtiments sont surmontés d'une balustrade qui vient à la fois animer la façade du bâtiment et qui vient réaliser une sorte d'unité avec les bâtiments voisins. Donc, le tout est intégré dans cet ensemble que constitue la place du Capitole et qui est une sorte de salon en plein air, en quelque sorte. On dit parfois de la place Saint-Marc à Venise qu'elle est un salon en plein air. La place du Capitole en est un aussi, certainement. Donc un projet architectural tout à fait impressionnant, qui est donc dessiné par Michel-Ange. Michel-Ange préside à la construction des premiers édifices et les successeurs de Michel-Ange, au fil du temps, reprendront les dessins du maître et les appliqueront sans trop les transformer jusqu'au XXe siècle. Le dessin du pavement est finalement réalisé dans les années 30. Voilà une vue aérienne
qui nous montre ce dessin, le dessin qui a été réalisé par Michel-Ange, mais qui n'a été construit véritablement qu'au XXe siècle. Sur les plans du XIXe, c'était un dessin plus simple qui avait été réalisé. Notez qu'au centre, il y a le socle et la statue de Marc Aurèle, sauf sur cette photo où la statue n'y est plus, parce que, je vais vous l'expliquer, la statue a été déposée dans les années 80 pour être restaurée, ensuite elle a été mise à l'abri de la pollution, remplacée par une copie. Donc la photo ici a été prise au moment assez bref où la statue antique est déposée et où la statue moderne n'est pas encore installée. Alors, dans ces palais, le palais des conservateurs en particulier, il y a des salles, une enfilade de salons qu'on appelle l'appartement des conservateurs. Et dans ces salles, vous avez des peintures sur les murs. Alors, il y a la salle des triomphes qu'on avait vue tout à l'heure. Et puis, il y a la salle des Horaces et des Curiaces, qui est la salle principale, qui contient des fresques du cavalier d'Arpin. Le cavalier d'Arpin, c'est le maître du maniérisme romain au tout début du XVIIe siècle. Et il décore donc cette grande salle des Horaces et des Curiaces de fresques montrant quelques-unes des grandes heures de Rome telles que les raconte Tite-Live. Alors, quelques exemples. Vous voyez la bataille donc, contre Veii et Fidène, c'est-à-dire les premières batailles contre les Étrusques, que les Romains livrent. Tite-Live nous raconte ça en détail. Vous avez l'épisode célèbre de la guerre entre Rome et Albe, qui se traduit par un duel entre les trois Curiaces et les trois Horaces, et vous savez tous évidemment que le troisième Horace finit par remporter la victoire, et le peintre nous montre ici le coup final, en quelque sorte, le dernier acte de ce duel qui va départager Rome et Albe et donner la victoire à Rome. Autre scène, l'enlèvement des Sabines. Romulus fonde la ville et accueille des fuyards sur le Capitole, justement, mais pour fonder la population romaine, il faut des femmes, et donc ce sont les Sabines qui sont enlevées. Aujourd'hui, ce ne sont pas des méthodes qu'on peut cautionner vraiment, bien sûr, mais enfin, au XVIIe siècle, en tout cas, on peut les peindre. L'enlèvement des Sabines, et une dernière scène, le dessin du sillon primordial, donc avec la délimitation de l'espace civil et de l'espace intérieur, civil en quelque sorte, et l'espace extérieur, donc la première muraille de Rome, le tout étant précédé, et je terminerai par cette fresque, par la fresque montrant donc la louve, les jumeaux, Rémus et Romulus, et puis le berger, Faustulus, qui trouve cette louve au pied du Palatin. Dans cette salle des Horaces et des Curiaces, il y a également quelques statues qui ont été déposées. Vous avez là notamment la statue en bronze du pape Innocent X. Le pape Innocent X, c'est celui qui a été portraituré par Velázquez. Alors pourquoi la statue du pape Innocent X là? Eh bien, tout simplement parce que la salle a été terminée au moment où régnait le pape Innocent X à Rome. Donc, c'est dans cette salle des Horaces et des Curiaces où l'on voit les fresques du cavalier d'Arpin, où l'on voit la statue du pape Innocent X, dont je viens de parler, qui a été signé le 25 mars 1957, le traité de Rome, les traités de Rome, parce qu'il y en a deux en fait, qui sont signés ce jour-là, les traités qui établissent les communautés européennes, et particulièrement la communauté économique européenne, qui est appelée à devenir ensuite l'Union européenne. Et c'est donc au pied des fresques du cavalier d'Arpin que ce texte fondamental est signé, donc dans un endroit riche sur le plan mythologique, riche sur le plan historique. C'est l'une des grandes heures de Rome qui est célébrée aussi sur le Capitole par conséquent. Alors on reconnaît ici sur cette photo célèbre donc les fresques, on reconnaît les chefs d'État et de gouvernement qui signent le traité. Alors ce sont surtout les ministres des Affaires étrangères des différents pays fondateurs, des 6 pays fondateurs. On reconnaît ici le chancelier allemand Konrad Adenauer. Il est là parce qu'il est aussi ministre des Affaires étrangères, et là c'est le secrétaire d'État allemand aux Affaires étrangères, Walter Hallstein. Vous avez là les dirigeants italiens, donc le président du Conseil, Segni. Vous avez ici les dirigeants français, le ministre français des Affaires étrangères, donc Christian Pinault, et le secrétaire d'État français aux Affaires étrangères, Maurice Faure. Le traité a été signé en 1957 sous la 4e République. C'est le moment de Guy Mollet en France à ce moment-là. On a parfois oublié cet aspect. Donc c'est aussi l'une des grandes heures de Rome que l'on trouve donc évoquée dans la salle, la grande salle
des Horaces et des Curiaces. Et cette photographie est célèbre, évidemment. Elle sert souvent à illustrer les commémorations qui sont organisées chaque année, ou bien, comme sur ce timbre allemand, c'est cette photo qui sert à illustrer le 50e anniversaire de la signature des traités. Alors, le Capitole, donc la colline des dieux, la colline des grandes heures, mais aussi la colline des musées. On va revenir sur l'organisation des musées capitolins, reprendre en réalité l'histoire des musées capitolins et la disposition topographique de ces musées. Tout commence en 1471 avec la donation de Sixte IV. Le pape Sixte IV, en 1471, donc, donne à la ville de Rome un ensemble de statues en bronze, on en avait parlé, je crois, parmi lesquelles il y a la fameuse Louve capitoline, dont on va redire un mot. Cette donation de Sixte IV, ce n'est pas, il faut pas la considérer comme la donation d'œuvres d'art. Ce sont des objets qui sont donnés à la ville de Rome, des objets qui évoquent la ville de Rome, surtout la Louve, évidemment. Et donc, cette donation ne va pas donner lieu à l'édification d'un musée. On dit parfois que les musées capitolins sont les plus anciens musées du monde, ils remontent au XVe siècle. Ce n'est pas tout à fait exact. Les musées n'apparaissent qu'au XVIIIe siècle. Le premier musée établi en tant que tel, c'est celui qu'on appelait au XVIIIe siècle le musée britannique. Aujourd'hui, nous disons en français British Museum, n'est-ce pas? Et donc, c'est un musée qui est établi dans les années en 1753. Le Louvre est ouvert un peu après, en tant que musée. Eh bien, le pape qui règne dans les années 1730, il s'appelle Clément XII, en 1734, Clément XII, donc, décide que les objets qui sont sur la colline du Capitole, Clément XII agit au XVIIIe siècle en tant que détenteur du pouvoir municipal à Rome. Eh bien, Clément XII décide donc que ces objets seront visibles par le public, bon, peut-être pas tout le monde, mais seront ouverts au public en tout cas. Et donc, c'est le point de départ des musées capitolins. Les musées capitolins sont en effet les plus anciens musées du monde, mais la date de naissance, disons, c'est le XVIIIe siècle et pas le XVe siècle. Donc, le noyau, la collection, la donation de Sixte IV. Et puis, d'autres œuvres vont venir s'ajouter. Le successeur de Clément XII, qui s'appelle Benoît XIV, donne à ce musée en cours d'apparition, il donne une collection de peintures, une pinacothèque. Et puis, il y aura des céramiques, et puis il y aura des pièces de monnaie, et puis il y aura des statues. Enfin, il y aura une quantité de choses qui vont venir augmenter la collection du musée du Capitole. Il faut donc de la place pour loger ces œuvres. Et la place, il y en a sur le Capitole. On utilise le palais des conservateurs qui est ici. Et puis, en arrière-plan, on construit une aile nouvelle. Et puis, on prend les bâtiments qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui sont situés sur la droite, le Palazzo Caffarelli, le Palazzo Clementino. Et puis, lorsque le bâtiment est construit, le Palazzo Novo est construit au XVIIe siècle, il est réquisitionné, si l'on peut dire, pour intégrer les musées capitolins au XVIIIe siècle. Le seul bâtiment auquel on ne touche pas, c'est le palais du Sénat, qui reste le siège du pouvoir municipal et qui l'est encore aujourd'hui. On ne fait pas à Rome ce que l'on a fait à Paris avec le palais du Louvre, où on a fini par chasser le ministère des Finances. Le bureau du maire de Rome se trouve toujours dans ce palais-là. Les services municipaux, bien sûr, sont dispersés dans la ville. Donc, les musées capitolins sont organisés sur la colline du Capitole, sur les bâtiments qui s'y trouvent, sauf le palais du Sénat. Et donc, si vous les avez visités, vous savez qu'on entre ici. C'est là qu'il y a la billetterie, par exemple. Et puis on visite un musée de très grande taille, très réparti sur de nombreux bâtiments différents. Il a fallu, pour organiser la collection, il a fallu au fil du temps prendre des décisions radicales. Par exemple, en 1940, la décision a été prise de relier le Palais des Conservateurs et le Palais Neuf par une galerie souterraine. Galerie souterraine qui a été établie pour des raisons, on pourrait dire, liées au contexte de la guerre qui vient. Mais cette galerie souterraine, en réalité, n'a pas été utilisée pendant des années et des années, et ce n'est qu'au début du XXIe siècle que l'on a réorganisé le musée pour utiliser cette galerie souterraine qui permet donc de passer d'un bâtiment à l'autre. Le problème, c'est que beaucoup de visiteurs ne savent pas qu'il y a une galerie souterraine, donc ils entrent ici et ils ressortent là en ayant manqué toute une partie de la collection. Il faut savoir qu'il y a une galerie souterraine qui permet d'aller dans l'autre musée. Ici, on ne peut pas entrer directement, on peut sortir, mais on ne peut pas entrer directement. Et puis, deuxième décision radicale, l'espace manque quand même, et il a donc fallu, au début du XXIe siècle,
exposer une partie de la collection de statues antiques dans une centrale thermique désaffectée, une centrale électrique que l'on a donc utilisée pour déployer la collection d'antiques du musée du Capitole. C'est la centrale Montemartini, avec cette particularité que les machines industrielles sont toujours en place et que les œuvres antiques sont simplement juxtaposées. C'est donc la collection des musées capitolins qui est présentée aussi dans la centrale Montemartini, mais là, on est loin du Capitole, à vrai dire. Alors, il y a donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une galerie souterraine qu'on appelle la galerie lapidaire et qui permet de joindre les deux bâtiments principaux. Dans cette galerie, on expose des inscriptions, des sculptures, enfin, des choses qui manquent peut-être un petit peu de prestige, mais qui sont intéressantes pour les spécialistes. Une galerie donc, qui passe sous la place du Capitole et en partie sous le palais du Sénat. Mais au milieu de cette galerie, vous en avez une autre qui est perpendiculaire et qui, elle, passe carrément sous le palais du Sénat et qui va joindre la galerie lapidaire à ces arcades qui sont ici. Là, vous avez une vue prise depuis le Forum qui vous montre le palais du Sénat. Donc, on voit bien que le palais du Sénat, ce qui l'a précédé, regardait vers le Forum dans l'Antiquité et que le bâtiment actuel ne regarde plus vers le Forum. La porte se trouve bien sur la place du Capitole et vers le nord. Néanmoins, il y a ces arcades qui sont là, vers lesquelles mène la galerie dont je parlais tout à l'heure. Ces arcades, on a longtemps pensé qu'elles étaient le dernier vestige d'un bâtiment nommé tabularium qui avait existé là. Tabularium, c'est un mot latin qui veut dire dépôt d'archives. Les archives, ce sont des tablettes, bien sûr, de cire. Et donc, aujourd'hui, on ne pense pas qu'un tel bâtiment a existé. Ce qui a existé, c'est le dépôt d'archives, oui, bien sûr. Mais les archives, on peut les déposer dans des bâtiments différents, pas forcément en un lieu précis qu'on appellerait dépôt d'archives. Donc, il faut plutôt penser qu'il y a là le soubassement d'un temple, le temple de Vénus, Vénus Victrix, installé ici. Et dans le soubassement du temple ont été aménagées des arcades et même une voie, une rue, si vous voulez, qui permet de passer sous le temple et de joindre les deux cimes du Capitole. Une sorte de via tecta, comme on dit en latin, voie couverte, qui permet donc de passer sous le temple de Vénus Victrix. Les arcades n'offre pas dans l'Antiquité une vue spectaculaire sur le Forum, puisque vous avez des temples bâtis devant les arcades, le temple de Vespasien, le temple de Saturne, etc. Donc, durant l'Antiquité, la vue n'est pas extraordinaire, mais aujourd'hui, la vue est absolument merveilleuse, évidemment, elle vous donne la plus belle vue sur le Forum romain. Donc, si vous visitez les musées capitolins, je vous engage évidemment à ne pas rater la galerie lapidaire et à aller voir, aller admirer la vue sur le Forum romain. C'est un spectacle tout à fait impressionnant. Alors, voilà donc l'organisation des musées capitolins, leur disposition particulière qui s'explique par le poids d'histoire, au fond. Et dans ces musées capitolins, vous avez des œuvres célèbres, et en particulier, bien sûr, la Louve du Capitole. On en avait parlé lorsqu'il s'était agi du Palatin, et je vais en reparler maintenant que nous visitons les musées capitolins. Donc, depuis quelques années, on a compris que la Louve capitoline n'est pas, contrairement à ce qu'on pensait, un bronze antique, mais est un bronze médiéval. Les datations donc, qui ont été réalisées par la méthode de la thermoluminescence pour les terres réfractaires à l'intérieur de la Louve ont permis d'établir que le bronze avait été coulé entre le 8e et le 16e siècle. Comme on connaît bien, 8e, 16e siècle après Jésus-Christ, comme on connaît bien le parcours de la Louve après la donation de Sixte IV, donc 1471, la Louve a été réalisée avant 1471. Mais quand? La datation par thermoluminescence n'est pas suffisamment précise pour donner une date précise entre le 8e siècle et 1471. Ça peut être autour de l'an 1000, mais ça peut être autour de 1300, par exemple. Donc, on ne sait pas exactement quand. Et il est donc difficile de répondre à la question pourquoi, au Moyen-Âge, a-t-on réalisé cette œuvre en bronze ressemblant à un bronze antique, n'étant pas un bronze antique, mais un bronze qui a été tellement bien fait qu'il a pu abuser les meilleurs spécialistes pendant des siècles. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question-là, mais l'idéal, ce serait de trouver dans un dépôt d'archives, justement, une sorte de facture, vous savez, de l'artisan qui dirait à un tel
qui lui doit tant pour avoir réalisé la louve du Capitole. Ça, on ne trouvera pas un tel document, bien sûr. Mais selon que l'on considère que le bronze médiéval est très ancien au Moyen-Âge, fabriqué vers l'an 1000, au XIe siècle, au XIIe siècle peut-être, ou qu'il est moins ancien, fabriqué vers 1200, 1300, 1350 par exemple, selon le choix qu'on fait donc pour la datation, eh bien alors on peut proposer deux hypothèses différentes pour expliquer pourquoi la louve a été réalisée. Première hypothèse, donc, un bronze médiéval, oui, mais un bronze ancien dans le Moyen-Âge, réalisé à haute époque, autour de l'an 1000 ou un peu après. À cette époque-là, donc au Moyen-Âge, à cette époque-là, l'Europe vit autour d'une idée, si l'on peut dire, une idée qui est la nostalgie de l'Empire romain. L'Europe est divisée, le monde antique s'est fracturé, et donc naît l'idée, à plusieurs reprises dans l'esprit de certains souverains ici et là, l'idée de reconstituer l'Empire romain. Alors évidemment, c'est une idée assez abstraite, parce qu'en fait l'Empire romain existe encore, l'Empire byzantin, c'est l'Empire romain, si on veut, hein, en Orient. Et puis c'est une idée difficile à mettre en œuvre, parce que tout le rivage sud de la Méditerranée, du fait de l'expansion arabo-musulmane, est inaccessible si on veut reconstituer l'Empire romain. Et donc, les choses vont se dérouler en fait en Europe du Nord-Ouest. Par exemple, à l'époque de Charlemagne. Charlemagne est roi des Francs et il est précisément le porteur de cette idée impériale. Et comme vous savez, il est couronné par le pape empereur d'Occident le 25 décembre 800. Et l'empire carolingien, dont on voit là l'extension, c'est un empire qui ne coïncide pas avec les limites de l'empire romain d'autrefois. Il y a des régions qui échappent complètement à l'empire carolingien, les îles britanniques par exemple, la péninsule ibérique. C'est un empire carolingien qui s'étend beaucoup plus loin vers l'est que ne s'étendait l'empire romain. Enfin, c'est un empire qui s'étend sur la péninsule italienne en tout cas, et sur Rome. Alors, Charlemagne et son père, déjà, Pépin le Bref, avaient reconnu au pape la pleine propriété des territoires sur lesquels s'exerce donc la souveraineté du pape, les États de l'Église, et Pépin et Charlemagne qui en établissent effectivement l'existence, hein. Mais on voit bien quelle est la taille de l'Empire carolingien. Celui-ci ne dure pas. Quelques années, quelques décennies plus tard, à la fin du Xe siècle, vers 970, c'est l'époque du roi de Germanie, Othon le Grand, qui crée un autre empire, celui qu'on appellera le Saint-Empire romain germanique. Et cet empire, comme on le voit, il ne coïncide pas avec l'Empire romain, mais il ne coïncide pas non plus avec l'Empire carolingien, toute la partie ouest qui échappe. Enfin, il s'étend vers l'est et il s'étend sur la péninsule italienne aussi, et notamment sur Rome. Et là, il faut préciser une chose. S'il y a un empire, des empires, l'Empire carolingien puis le Saint-Empire, pour autant, l'empereur n'est pas un roi. L'empereur exerce une prééminence dans la chrétienté. Il prend la tête, si vous voulez, de la chrétienté, mais de façon extrêmement souple. En réalité, Othon est roi de Germanie et empereur. Charlemagne était roi des Francs et empereur. Et donc, il y a sans doute un empereur, mais il y a aussi des rois. Et notamment, à l'époque de l'Empire du Saint-Empire, il y a le roi de France. Donc, les relations entre l'empereur et les rois, et le roi de France en particulier, sont toujours difficiles. Mais d'un autre côté, l'empereur est couronné par le pape. Alors, les empereurs du Saint-Empire, dans la dernière partie de l'histoire du Saint-Empire, ne le seront plus. Le dernier à avoir été couronné par le pape, c'est Charles Quint. Mais les empereurs du Moyen-Âge, en tout cas, sont couronnés par le pape. Ils sont rois de Germanie, ils sont élus empereurs et ils finissent par être couronnés par le pape. Et donc, les relations entre les empereurs et les papes seront parfois difficiles aussi. Alors, les historiens appellent ces relations difficiles entre l'empereur et le pape, les empereurs et les papes, selon les moments, la querelle des investitures ou bien la lutte du sacerdoce et de l'empire. Je prends deux exemples pour illustrer cela. Par exemple, pour la querelle des investitures, on est donc au XIe siècle, c'est le conflit entre l'empereur Henri IV et les papes de l'époque, c'est-à-dire le pape Léon IX et le pape Grégoire VII, conflit qui tourne au désavantage de l'empereur. Et notamment en 1077, en janvier 1077, l'empereur Henri IV est obligé de venir solliciter l'aide de la comtesse Mathilde de Toscane, et surtout il est obligé de s'humilier devant le légat du pape,
qui est Hugues de Semur. Hugues de Semur est abbé de Cluny et légat du pape pour cette affaire. Donc l'empereur est obligé de s'humilier, de s'agenouiller devant le légat du pape pour que les relations entre le pape et l'empereur s'améliorent. C'est ce qu'on appelle la pénitence de Canossa, qui est devenue une expression proverbiale. Aller à Canossa, c'est une expression proverbiale. Bon. Autre exemple, un peu plus tard, avec un autre empereur, Frédéric II, là on est au XIIIe siècle, Frédéric II qui est un personnage tout à fait extraordinaire, qui règne bien sûr sur l'Empire, mais qui règne aussi sur l'Italie et même sur la Sicile. Il est enterré en Sicile, Frédéric II, dans la basilique de Palerme. Et donc, on le voit ici, représenté en empereur romain sur une monnaie d'or. Frédéric II fait réapparaître le monnayage d'or qui avait disparu depuis l'Antiquité et il met son profil, comme les empereurs romains d'autrefois, sur les monnaies d'or. Et donc, il entre en conflit avec les papes de l'époque, qui sont Innocent III et Grégoire IX. Innocent III et Grégoire IX qui vont jusqu'à l'excommunier 2 fois. Il a été excommunié 2 fois. Et Grégoire IX finit même par l'appeler l'Antéchrist. Donc, vous voyez, une relation difficile. Alors, dans ces conditions, il n'est pas absolument impossible d'imaginer que, puisque les empereurs, à telle ou telle époque, se présentent peu ou prou comme les héritiers des empereurs romains, il n'est pas absolument impossible d'imaginer qu'un pape, lequel, on ne sait pas trop, mais un pape, eh bien, est choisi de se présenter lui aussi comme un héritier de la Rome antique, pas seulement sur le plan spirituel, le successeur de Saint-Pierre, mais sur le plan politique en effet, et que donc dans ce contexte, eh bien, il est choisi de façon comme symbole de cette prétention politique, eh bien, il est choisi de faire réaliser un bronze, en bronze, la louve romaine. C'est pas impossible d'imaginer ça. Cette hypothèse-là, donc un bronze ancien dans le haut Moyen-Âge, à comprendre dans le contexte des relations entre empereur et pape, c'est cette hypothèse qui aujourd'hui a la faveur des spécialistes en général. C'est plutôt comme ça qu'on voit les choses maintenant. Mais il y a une autre hypothèse qui est moins bien reçue, mais qui présente un intérêt quand même aussi. C'est de considérer que la louve n'a pas été réalisée au XIe siècle, mais elle a été réalisée plus tard, au XIIIe, XIVe siècle, plus tard dans un contexte différent. Le contexte est différent désormais, il n'est plus question de reconstituer l'Empire, il y a un empire, le Saint-Empire, et puis ce n'est pas l'Empire romain, mais il y a, au XIIe, au XIIIe siècle, il y a des transformations économiques, il y a l'apparition de nouvelles catégories sociales, il y a l'apparition de nouvelles activités, il y a l'apparition de nouveaux pouvoirs, il y a l'apparition de pouvoirs économiques, donc politiques, dans les villes marchandes de l'Italie, par exemple, ou dans les villes marchandes de nos régions. C'est ce que l'on appelle le mouvement communal. Le mouvement communal qui est la résultante du heurt entre ces nouveaux pouvoirs dont je viens de parler et le pouvoir des souverains de l'époque. Alors parfois, il y a des conflits ouverts, parfois c'est un compromis qui finit par être trouvé, ce compromis qui est matérialisé dans une charte, dans un texte que le souverain signe, qu'il scelle avec son sceau, un texte qui, comme par exemple celui-ci, voilà par exemple la charte de commune de Saint-Omer, c'est l'une des plus anciennes chartes de commune conservées. Elle date, comme vous voyez, du 14 avril 1127. Et donc dans cette charte, le souverain, à l'époque c'est le comte de Flandre, Guillaume Cliton, le souverain réaffirme le droit et les pouvoirs du souverain. Mais il reconnaît aussi un certain nombre de droits pour la ville, pour la commune qui s'est installée. Le droit de s'administrer elle-même, le droit de décider en matière de justice pour ce qui concerne les affaires de la ville. Toute une série de droits de ce genre qui sont décrits dans la charte et qui vont organiser une administration municipale, au fond. L'administration municipale qui va durer jusqu'à la Révolution de 1789 dans le cas des villes françaises. Et cette charte est évidemment un document extrêmement précieux qu'on va conserver soigneusement. Vous voyez ici cette charte qui, ayant presque 900 ans, est toujours conservée, toujours soigneusement protégée. Cette charte, on la dépose dans un lieu précis, le beffroi, là où on va mettre la charte, là où on va mettre la cloche de la ville, là où on va mettre les sceaux de la ville, donc très, très symboliquement. Des communes de ce genre, il y en a dans nos régions, mais il y en a aussi en Italie. La charte de Florence, par exemple, date à peu près de la même époque que la charte de Saint-Omer. Et des communes de ce genre, il y en a même à Rome. Il y a une commune qui apparaît en 1143.
Une commune, c'est-à-dire un pouvoir municipal, celui-là même qui va s'installer sur la colline du Capitole, justement. Un pouvoir municipal qui, alors on n'a pas de charte de Rome à proprement parler, mais un pouvoir municipal qui va donc chercher à faire reconnaître son autonomie et qui va y parvenir. Il faut dire que la situation à Rome est complexe. Qui est le souverain à Rome au XIIe siècle? C'est le pape, oui, mais il y a aussi les grandes familles de la noblesse romaine. La situation est complexe au point que, au XIVe siècle, 7 papes successifs vont décider de ne pas résider à Rome, mais de résider à Avignon. 7 papes successifs pendant tout le XIVe siècle. Et donc, évidemment, cela montre bien les difficultés de la vie politique à Rome. Donc, une commune apparaît à Rome, et donc les pouvoirs de cette commune, ben, il va falloir les faire respecter, il va falloir que des porte-paroles apparaissent, que des tribuns se lèvent pour défendre les intérêts de la commune de Rome. L'un de ces tribuns, très connu, il restait très connu, c'est Cola di Rienzo. Cola di Rienzo, donc là on se situe dans les années 1340. Cola di Rienzo qui, donc à cette époque, dans les années 1340, dénonce le pouvoir des grandes familles, regrette que le pape se soit installé à Avignon, il y est depuis un demi-siècle, quand on est enfin pas tout à fait un demi-siècle, quand on est en 1340, et Cola va montrer au peuple, à la population de la ville de Rome, il va montrer l'état pitoyable de la ville. Il va décrire l'état pitoyable de la ville. La ville n'est plus que l'ombre d'elle-même. Il faut qu'elle redevienne ce qu'elle a été. Il faut qu'elle redevienne ce qu'elle a été dans l'Antiquité, lorsqu'elle était maîtresse du monde, et d'abord maîtresse de la péninsule italienne. On a voulu voir dans Cola di Rienzo, au XIXe siècle, une sorte de précurseur de l'unité italienne. C'est pourquoi il y a un monument à Cola di Rienzo sur les flancs du Capitole. Et Cola emploie, pour se faire comprendre, il emploie des moyens extrêmement modernes. Il emploie des images. Il fait représenter sur des fresques le bon et le mauvais gouvernement. Il organise des processions. Les spécialistes de l'histoire de Rome au Moyen-Âge estiment que ces processions de Cola n'ont rien à envier par le nombre de participants aux grandes manifestations de l'époque de Mussolini, pour le nombre des participants. Et Cola utilise aussi des objets anciens, des objets en bronze, justement, pour appuyer son argumentation. Il utilise notamment cette inscription authentique, hein, qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, ce qu'on appelle la Lex de Imperio Vespasiani. C'est une inscription par laquelle le Sénat donc SPQR, le Sénat et le peuple romain, donne à l'empereur Vespasien, lui confère les pouvoirs qu'il va exercer. Alors, les spécialistes d'histoire romaine du 1er siècle après Jésus-Christ se demandent si c'est la réalité, si c'est une fiction, enfin, ce qu'il faut penser exactement de ce texte, qui est authentique. Mais pour Cola di Rienzo, c'est bien la preuve que le Sénat et le peuple romain sont souverains et qu'ils ont simplement délégué le pouvoir. C'est exactement ce que lui, ce sur quoi lui insiste beaucoup. Il utilise une inscription en bronze. Pourquoi pas une louve en bronze? Une louve en bronze qui serait la louve romaine. Donc, il n'est pas impossible que la louve, si elle ne remonte pas au Moyen-Âge, ait été réalisée plutôt au XIIIe ou XIVe siècle. Donc, si on envisage les choses comme ça, on dira la louve a été réalisée au XIVe siècle, par Cola, ou avant Cola, ou après Cola. En tout cas, lorsque l'autonomie de Rome est effacée en 1398, cette louve est récupérée en quelque sorte par les papes, qui, en 1471, leur pouvoir ayant été affermi et n'étant plus contesté, peuvent donner cette statue comme symbole de la ville antique, à ce qui n'est plus la commune autonome de Rome. Donc la donation de Sixte IV aurait dans ce cas-là valeur de confirmation de l'hégémonie du pape sur la ville de Rome, hégémonie qui va durer jusqu'en 1870. Alors terminons par la présentation d'une œuvre d'art, la statue équestre de l'empereur Marc Aurèle. C'est une œuvre tout à fait impressionnante qui est très exceptionnelle à bien des égards. C'est une statue authentique, celle-là. C'est vraiment une statue antique. Donc. Elle n'a pas été réalisée à la cire perdue, donc on ne peut pas la dater avec précision, mais rien ne permet de douter de son authenticité. C'est une statue qui présente quelques caractéristiques remarquables. C'est la statue d'un empereur romain païen.
on a conservé cette statue, alors que les autres statues des autres empereurs païens ont disparu, et probablement, pense-t-on, parce que dès l'Antiquité, on s'est trompé sur l'identification du personnage et on l'a confondu avec l'empereur Constantin, le premier empereur chrétien. Donc on a conservé la statue du premier empereur chrétien, on n'aurait peut-être pas conservé la statue d'un empereur païen. C'est une statue qui a toujours été exposée au public, depuis l'Antiquité, jusqu'aux années 1990, date à laquelle elle a été déposée et mise à l'abri de la pollution au musée. C'est une statue qui est plus grande que nature, elle mesure 4 mètres de haut. C'est une statue qui est donc le seul monument équestre conservé d'un empereur romain. C'est une statue dont on va voir que c'est un portrait de l'empereur Marc Aurèle, et c'est une statue qui est donc une statue antique, authentique. Est-ce que l'on peut être sûr qu'elle est authentique? C'est-à-dire, peut-on être sûr qu'il y a des statues équestres à Rome dans l'Antiquité? Il y a des descriptions des quartiers de Rome qui datent du IVe siècle après Jésus-Christ et qui montrent qu'il y a à l'époque 22 monuments équestres que le texte appelle equi magni, donc des grands chevaux, 22 statues qui sont donc des statues équestres de grande taille, comme celle-là. Il est probable que la statue de Marc Aurèle est donc l'une de ces 22. C'est une statue qui, étant une statue de Marc Aurèle, a peut-être été érigée au moment du triomphe de 176 après Jésus-Christ. Donc il se peut dans ce cas qu'elle ait été installée près de la colonne qu'on a vu tout à l'heure. Ou alors c'est une statue qui a été érigée à la mort de l'empereur en 180 après Jésus-Christ. Il se peut qu'elle ait été installée sur le forum. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que depuis le haut Moyen-Âge, la statue est installée devant le palais du Latran à Rome. Le palais du Latran, c'est la résidence de l'évêque de Rome. Elle est devant le palais du Latran, donc durant le haut Moyen-Âge. Elle est transférée sur le Capitole dans les années 1534, donc à l'époque de Michel-Ange, qui choisit cette statue pour la mettre au centre de l'espace nouveau qu'il a conçu. C'est une statue qui est en relativement bon état. C'est une statue qui a été entretenue, qui a été restaurée. En 1834, par exemple, on a vidé la statue. La statue est creuse, bien entendu, mais elle s'était remplie d'eau au fil du temps. Donc, on a percé un petit trou pour pouvoir éliminer l'eau qui déséquilibrait en fait la statue. C'est une statue qui a été mise à l'abri durant les guerres et qui a été restaurée donc, à la fin du XXe siècle. Et on s'est rendu compte, en la restaurant, que cette statue était agressée par la pollution atmosphérique. La décision a donc été prise de la déposer et de la remplacer par une copie. Ce que vous voyez là, c'est la copie. Voilà la statue originale sur une vue ancienne. Et cette statue donc, figure sur la place du Capitole depuis l'époque de Michel-Ange jusque donc, à la fin du XXe siècle. C'est une statue qui a toujours été remarquée, appréciée, admirée, et admirée par Michel-Ange. La statue se trouve au centre de la place, et la place s'est conçue comme une sorte d'écrin pour la statue, si on peut dire. C'est une statue qui a été admirée par quantité d'artistes, notamment le peintre Pierre de Cortone. Pierre de Cortone qui, au milieu du XVIIe siècle, est le grand maître du baroque romain avec Bernin et Borromini. Et lorsque Pierre de Cortone passait au pied de l'escalier, ou lorsqu'il passait sur la place du Capitole, il lui arrivait souvent d'apostropher le cheval en lui demandant, alors qu'il est si évidemment vivant, pourquoi il ne bougeait pas. Pourquoi un cheval vivant ne bouge-t-il pas? C'était la plaisanterie, bien sûr. Enfin, c'était la remarque de Pierre de Cortone, une manière d'apprécier, d'admirer le réalisme de la statue. Cette statue, pourtant, n'a pas eu que des admirateurs. Il y a, par exemple, voilà cette statue, donc là c'est l'original pour le coup à l'intérieur du musée, donc elle n'a pas eu que des admirateurs, et on peut mentionner des critiques d'Étienne Falconet au XVIIIe siècle. Falconet qui explique dans un texte assez long que la statue est, bon, le personnage, ça ne passe encore, mais le cheval, vraiment, ça ne va pas du tout. Et dit-il, le meilleur moyen de porter un bon jugement sur les proportions d'un ouvrage de l'art, c'est de le comparer avec celle du beau naturel. Or, que voit-on? Ne voyez-vous pas que le cheval va au grand pas des jambes de derrière et que de celle de devant, il ne fait que piaffer? Donc, le cheval avance à l'allure du grand pas avec les jambes de derrière, mais le cheval n'avance pas à l'allure du piaffe avec les jambes de devant.
un cheval qui avance sans avancer, c'est impossible, nous dit Étienne Falconet. Le sculpteur ne connaissait pas la vérité des mouvements ni l'ostéologie d'un cheval. Alors dira-t-on, mais qu'est-ce que c'est que ce Falconet? Qui est-ce? C'est l'un des grands sculpteurs du XVIIIe siècle, en fait, hein. Et il a notamment réalisé le monument au tsar Pierre Ier, Pierre le Grand, à Saint-Pétersbourg. C'est ce monument que consacre l'impératrice Catherine II à la fin du XVIIIe siècle, avec cette inscription, vous savez, Petro Primo Caterina Segunda, à Pierre Ier Catherine II. Et bien donc, Falconet réalise ce monument, cette statue équestre qu'on appelle, depuis le poème de Pouchkine, le cavalier de bronze. Donc, une statue qui est parfaitement réaliste, et c'est l'auteur de cette statue parfaitement réaliste qui estime que la statue antique n'est pas parfaitement réaliste. Il trouve que le cheval est trop large, par exemple, et que donc la statue est critiquable pour cette raison. Alors, on a répliqué à Falconet, à Winkelmann en particulier, que, au fond, peu importe. Ce qui compte, c'est le rendu. Ce qui compte, c'est l'impression que dégage la statue, même le cheval, et que cette impression est celle d'une vie évidente. Hein. Pourquoi ce cheval vivant ne bouge-t-il pas? Cette impression donc est absolument frappante. Et donc la critique de Falconet a été laissée de côté, ce point de vue. Alors on peut dire aussi qu'il s'agit d'un portrait. Le cavalier présente des traits, la chevelure bouclée, la barbe bouclée. La barbe, jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, est plutôt rare, et même extrêmement rare, hein, sur les portraits romains. Donc, barbe et moustache, et puis chevelure bouclée, et on retrouve ces traits-là sur les effigies de l'empereur Marc Aurèle que l'on a par ailleurs. Par exemple, dans les légions, les régiments des légions, il y a des enseignes qui parfois sont réalisées en ressemblance de l'empereur. On a trouvé par exemple en Suisse en 1939 l'une de ces enseignes en or qui nous a conservé les traits de l'empereur Marc Aurèle. Ce n'est pas exactement les mêmes que ceux de la statue, mais on retrouve quand même la moustache, la barbe, la chevelure bouclée. Donc on peut considérer que la statue est ressemblante de ce point de vue. De même qu'est ressemblant, que sont ressemblants les bustes ou les statues en pied de l'empereur. Il y a dans la galerie du temps de Louvre-Lens en ce moment une statue en pied de Marc Aurèle qui présente les mêmes caractéristiques. Et là, c'est un buste qui se trouve au musée du Capitole. Alors bien sûr, ce buste, quand on le regarde, on dira, mais c'est l'empereur philosophe, c'est l'empereur des pensées pour moi-même, c'est l'empereur stoïcien, ce que Marc Aurèle est, effectivement. Hein. Mais la statue, c'est quand même l'empereur souverain, l'empereur chef de guerre, l'empereur vainqueur. On peut imaginer que sous le pied droit du cheval, ici, on aurait très bien pu mettre un captif vaincu. Certains textes médiévaux laissent à penser que peut-être il y avait un captif vaincu sous le pied droit du cheval. Et donc, ce qui est très frappant dans cette statue aujourd'hui, c'est sa célébrité, hein, un petit peu une sorte de symbole de la ville de Rome, symbole du Capitole en tout cas, que l'on représente sur les timbres ou sur la pièce de 50 centimes frappée par l'Italie. Notez que le graveur de la pièce, à mon avis, n'a pas produit un résultat vraiment satisfaisant, parce que ce qui est frappant, c'est l'extraordinaire impression de mouvement et de majesté que la statue suscite chez celui qui la regarde. Donc, une œuvre tout à fait remarquable, dont on peut regretter, non pas qu'elle ait été mise à l'abri dans le musée du Capitole, ça c'est quand même plutôt une bonne chose, mais qu'elle ait été mise à l'abri là. Vous voyez cette espèce de cage qui a été construite. Bon, c'est une cage climatisée, mais enfin, vous avez des orifices pour la climatisation ici qui sont quand même très visibles. Hein. On a mis des petites fenêtres mobiles à l'ancienne, si l'on peut dire. C'est quand même pas très beau, des colonnes bleues. Et puis, alors le fond, un chef-d'œuvre antique qui apparaît sur un fond de persiennes, de volets, de contrevents. Alors bien sûr, c'est les coloris romains qui sont très agréables à l'œil. Mais enfin, on aurait peut-être pu imaginer un fond différent et songer, par exemple, aux photographes qui cherchent à rendre à la statue toute la justice qu'elle mérite. Voilà, nous allons en rester là pour cette colline du Capitole. Je voudrais faire deux remarques pour terminer.
Je n'ai pas pu vous montrer beaucoup de monuments anciens parce que tous les monuments anciens ont disparu, ils ont été remplacés par d'autres. Et vous avez compris comment et pourquoi. J'aurais pu utiliser des dessins, des maquettes, je l'ai fait un peu, mais il faut comprendre que pour les bâtiments du Capitole, la connaissance n'est pas absolument établie. Aujourd'hui encore, les spécialistes ne sont pas unanimes sur la localisation de tel bâtiment, sur l'apparence de tel bâtiment. Et donc, les dessins, c'est un petit peu délicat hein, à utiliser. Et donc, je voudrais vous signaler une autre façon d'aborder la question du Capitole. C'est la voie que vous propose une équipe de l'Université de Caen, l'équipe de Sophie Madeleine et de Philippe Fleury, qui vous propose donc une promenade sur le Capitole, la colline sacrée de Rome, sous le titre des Nocturnes du plan de Rome. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a à Caen une maquette de la Rome ancienne qui a été réalisée en plâtre par un architecte français du nom de Paul Bigot au début du XXe siècle. Des maquettes de ce genre, il y en a plusieurs hein, dans le monde. Il y a celle-là qui est à Caen pour diverses raisons. Il y a une copie à Bruxelles, et puis il y a la maquette de Gismondi au musée de la civilisation romaine à Rome. Ce sont des maquettes en plâtre qui ont été réalisées et qui montrent l'état de la ville à un moment donné, c'est le IVe siècle, et l'état de la restitution telle qu'on pouvait la faire au début du XXe siècle. Et donc cette équipe de spécialistes, depuis une vingtaine d'années, s'est proposé de réaliser un double virtuel de la maquette en plâtre, et ce double virtuel, donc numérique, peut évoluer au fil du temps lorsque l'on comprend mieux l'organisation de tel quartier, la forme de tel bâtiment. On peut donc faire évoluer ainsi, en intégrant le résultat de la recherche, faire évoluer la restitution des bâtiments, et notamment la restitution des bâtiments du Capitole. Donc, si vous tapez dans votre moteur de recherche les Nocturnes du plan de Rome, vous arriverez sur une page qui vous donne accès à cette promenade en images de synthèse donc, sur la colline du Capitole, ainsi d'ailleurs qu'à une quarantaine d'autres promenades, si vous voulez, sur d'autres lieux de la ville de Rome. C'est très bien fait, c'est très intéressant, et je vous recommande vivement la visite de ce site. Je vous remercie de m'avoir écouté,